Un homme noir célibataire découvrit une policière mourante, et ce qui se produisit ensuite bouleversa tout le commissariat. La pluie battait violemment le pare-brise lorsque Derek Williams aperçut des lueurs clignotantes au milieu de l'obscurité sur une route de campagne. Il approchait de minuit, et ce n'était certainement pas un endroit où l'on se promenait volontairement, surtout pour un homme noir circulant seul dans l'Alabama rural. Mais Derek connaissait parfaitement ce chemin. Il faisait partie de sa tournée quotidienne de livraison. En stoppant son camion, la scène qui s'offrit à lui glaça le sang. Une voiture de police renversée, de la fumée s'échappant du capot, et à l'intérieur, une jeune policière blonde à moitié inconsciente, le visage ensanglanté. Sur la plaque d'identification, on lisait officier Jennifer E. Ah, l'aide, s'il vous plaît, murmura-t-elle lorsqu'elle le vit approcher de la vitre brisée. Derek, 35 ans, comprit immédiatement ce que cette situation impliquait. Un homme noir, seul, près d'une policière gravement blessée, au beau milieu de la nuit, sur une route isolée. Si quelqu'un arrivait maintenant, il deviendrait d'office le suspect numéro 1. Mais Jennifer perdait beaucoup de sang, et ses yeux commençaient déjà à se fermer. « Et, restez avec moi. Comment vous appelez-vous » dit Derek d'un ton posé, tout en examinant ses blessures. Elle avait une profonde entaille au front, peut-être une commotion, mais ce qui l'inquiéta le plus fut la large tache sombre qui s'étendait sur son uniforme, au niveau du flanc. Jennifer. C'était une embuscade. Balbutia-t-elle. Il savait que je viendrais seul. Derek comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Quelqu'un avait intentionnellement visé la jeune policière, et lui se retrouvait maintenant au cœur d'une situation capable de ruiner sa vie en quelques minutes. Un homme noir tentant de sauver une policière blanche blessée? Personne ne chercherait à comprendre. Pourtant, la laisser mourir n'était pas envisageable. Sans perdre une seconde, Derek déchira sa propre chemise et la pressa fermement sur la plaie abdominale de Jennifer. Ses gestes étaient précis, rapides, presque trop maîtrisés pour un simple livreur. Il contrôla ses pupilles, prit son pouls, évalua sa respiration. Des gestes automatiques, comme s'il les avait répétés 1000 fois. « Vous savez ce que vous faites » souffla Jennifer, étonnée. « Disons que j'ai déjà vu pire » répondit-il en continuant de comprimer la blessure. « Vous devez aller à l'hôpital, mais je dois d'abord stopper l'hémorragie. » Aucun réseau sur son téléphone. La route complètement vide. Derek prit alors une décision qui allait bouleverser toute sa vie. Il transporta Jennifer jusqu'à son camion, la déposa sur le siège passager et démarra à toute vitesse vers l'hôpital le plus proche, conduisant d'une main, tout en maintenant la pression sur la blessure de l'autre. « Pourquoi vous m'aidez » demanda la jeune femme, la voix tremblante. Derek croisa son regard dans le rétroviseur. Tant de raisons l'incitaient à poursuivre sa route et faire comme s'il n'avait rien vu. Tant d'histoires d'hommes comme lui, accusés simplement pour avoir voulu aider. Mais dans les yeux de Jennifer, il ne vit ni peur ni méfiance. Juste de la gratitude. « Parce que c'est ce qu'il faut faire » répondit-il simplement. 20 minutes plus tard, il entrait en courant aux urgences, Jennifer dans les bras. Officier blessé, plaie par balle à l'abdomen, risque d'hémorragie interne, cria-t-il. L'équipe médicale s'activa immédiatement, installa Jennifer sur un brancard et l'emmena directement au bloc. Ce fut seulement une fois les portes refermées que Derek réalisa qu'il était couvert de sang. 3 heures plus tard, le capitaine Robert E., le père de Jennifer, arriva à l'hôpital. Il trouva Derek assis dans la salle d'attente, les vêtements imbibés de rouge, patientant silencieusement. Le regard du capitaine était chargé d'une méfiance glaciale. « C'est vous qui avez amené ma fille » demanda-t-il d'une voix dure. Derek se leva lentement. « Oui, monsieur. Je l'ai trouvée sur la route. »« Je me moque de l'endroit » coupa sèchement le capitaine. « Je veux savoir pourquoi un homme comme vous se trouvait là-bas à cette heure. » L'accusation à peine dissimulée. Le préjugé enveloppé dans une pseudo-question. Derek sentit monter en lui une colère familière, mais il resta d'un calme exemplaire. Il avait appris que garder sa dignité était la meilleure façon de combattre l'ignorance. « Je suis livreur. Je peux vous montrer mes documents si nécessaire, » répondit-il posément. Même après avoir sauvé sa fille, le capitaine le dévisageait avec suspicion. Derek demeura pourtant impassible, comme seuls savent l'être ceux qui ont déjà affronté bien plus violents que des regards accusateurs. Les jours suivants, Derek fut convoqué 4 fois pour témoigner. Les questions n'avaient rien d'innocent. Comment saviez-vous effectuer ces gestes médicaux? Pourquoi vous trouviez-vous précisément sur cette route? Vous êtes certain de ne pas avoir déjà rencontré ma fille? Il répondit chaque fois avec le même calme méthodique, celui qu'il avait développé sur des terrains bien plus hostiles qu'un commissariat d'Alabama. Aucun mensonge, aucune colère.
Juste des faits. Comme je vous l'ai dit, je travaille pour Williams Distribution. Je peux fournir mes registres des 5 dernières années si besoin. Ce que le capitaine ignorait, c'est que Derek Williams avait servi 8 ans comme médecin de combat dans les marines, dont 3 au sein d'unités des forces spéciales. Il avait soigné des blessés en plein champ de bataille, sauvé des vies sous le feu ennemi, et coordonné des évacuations médicales dans les pires zones de combat. Une blessure par balle sur une route déserte n'était rien comparé à ce qu'il avait déjà vécu. Mais depuis toujours, Derek savait que des hommes comme le capitaine ne voyaient qu'une seule chose, la couleur de sa peau. Lors du 4e entretien, le capitaine laissa enfin tomber le masque. Écoutez, Williams. Je vais être direct. Ma fille enquêtait sur un réseau de drogue impliquant des gens de votre milieu social. C'est quand même étrange que vous soyez apparu pile au moment où elle a été attaquée. Mon milieu social? Répéta Derek calmement, bien qu'une brûlure d'injustice lui déchire l'estomac. Et selon vous, quel serait ce milieu, capitaine? Le capitaine se pencha en avant, les yeux plissés. Ne jouez pas l'innocent. Nous savons que le trafic dans cette région est lié à certaines communautés. Et vous arrivez justement au moment où ma fille est agressée. Ce n'était pas une coïncidence. L'accusation était frontale. Après avoir sauvé la vie de la fille du capitaine, Derek se retrouvait traité comme un suspect, uniquement à cause de sa couleur de peau. L'ironie était si violente qu'elle lui arracha presque un rire amer. « Capitaine, dit-il d'une voix glaciale. Votre fille est encore en vie parce que je me suis arrêté alors que beaucoup d'autres auraient continué leur chemin. Si cela vous pose problème, vous devriez peut-être revoir vos priorités. » 2 heures plus tard, quand Derek quitta enfin le commissariat, il aperçut Jennifer qui l'attendait sur le parking. Elle était sortie de l'hôpital ce matin-là et portait des vêtements civils, un jean et un chemisier simple qui la faisaient paraître plus jeune que ses 24 ans. « Derek, merci d'être venu aux entretiens. Je sais que mon père peut être difficile, dit-elle. Derek s'arrêta et la regarda. Jennifer avait des yeux clairs, honnêtes, très loin de la dureté méfiante de son père. « Il croit que j'ai un lien avec l'homme qui t'a attaqué, » répondit Derek. « Je sais, et c'est totalement absurde, » souffla-t-elle, visiblement contrariée. « Tu m'as sauvé la vie, et il te traite comme un criminel. C'est honteux. » Jennifer, ce n'est pas la première fois que je suis confrontée à ce genre de préjugés. Et ce ne sera probablement pas la dernière. Elle le fixa un instant, intriguée. « Derek, je peux te poser une question personnelle? Où as-tu appris à faire tout ça? Les gestes médicaux que tu as pratiqués. J'ai étudié les premiers secours à l'université, mais ce que tu as fait, c'était du niveau d'un médecin. » Derek hésita. Il avait de bonnes raisons de garder son passé loin des regards. Les anciens militaires noirs étaient trop souvent perçus comme dangereux ou instables par des gens comme le capitaine. Mais Jennifer avait failli mourir dans ses bras. Elle méritait la vérité. J'ai servi 8 ans dans les marines. Médecin de combat. Les 3 dernières années, j'étais affectée à une unité des forces spéciales. Les yeux de Jennifer s'agrandirent. Les forces spéciales? Tu veux dire, sur le terrain? Oui. Dans des endroits dont on ne parle même pas officiellement, répondit Derek en haussant les épaules. Je suis revenu il y a 5 ans. Je me suis installé ici et j'ai commencé le travail de livraison. Une vie tranquille. Pourquoi ne pas l'avoir dit à mon père? Ça changerait tout. Derek eut un rire sans joie. Jennifer. Pour un homme comme ton père, un ancien militaire noir est encore plus menaçant qu'un civil noir. Il ne verrait pas un vétéran décoré, mais un homme entraîné à tuer vivant dans sa ville. Jennifer resta silencieuse un long moment, absorbant la brutalité de ce constat. C'est terrible. Et malheureusement, tu dois avoir raison. 2 jours plus tard, Derek comprit à quel point il avait vu juste. Le capitaine avait utilisé ses contacts pour fouiller son passé militaire. Et au lieu de reconnaître son parcours exemplaire, il s'était focalisé sur tout ce qui pouvait alimenter ses préjugés. Au commissariat, il commença même à diffuser une version déformée de la vérité. Williams a reçu un entraînement intensif. Il sait comment provoquer des blessures qui passent pour des accidents. Et il était exactement là où Jennifer a été attaquée. La rumeur se propagea dans toute la ville. Derek sentit les regards méfiants lorsqu'il effectuait ses livraisons. Certains commerces, qu'il accueillait depuis des années, prétendaient soudain ne plus avoir le temps de le recevoir. Le vendredi, alors qu'il déposait des cartons chez Harrison Supply, il surprit une conversation qui le figea. « J'ai entendu dire que le noir qui a sauvé la policière a un sacré entraînement militaire. À mon avis, il a tout mis en scène lui-même. Oui, ça tient debout. Il crée le problème, puis se fait passer pour un héros. » Derek continua son travail sans un mot, mais ses mains se crispèrent.
Il avait connu la discrimination, les menaces, les zones de guerre. Rien de tout cela ne l'avait ébranlé. Mais être trahi alors qu'il avait risqué sa vie pour sauver quelqu'un, cela faisait plus mal que tout le reste. Ce soir-là, il reçut un appel inattendu. Derek, c'est Jennifer. Je dois te voir. C'est à propos de mon père. Tu dois entendre ce que j'ai découvert. Ils se retrouvèrent dans un café isolé, à l'extérieur de la ville. Jennifer paraissait nerveuse, observant sans cesse les alentours. Deka, mon père répand des rumeurs sur toi. Il prétend que ton entraînement fait de toi quelqu'un de dangereux, et que tu aurais peut-être orchestré mon agression. Je sais, répondit Derek calmement. Les petites villes n'ont pas de secret. C'est insensé, Derek. Tu m'as sauvé. J'étais en train de mourir et... Elle l'interrompit doucement. Derek, il faut que tu comprennes quelque chose. Pour des hommes comme mon père, l'idée qu'un homme noir soit le héros de l'histoire est si inacceptable qu'il préfère déformer la réalité. Jennifer serra les poings. Eh bien, il est temps de changer cette histoire. Que veux-tu dire? Elle sortit son téléphone et lui montra un fichier audio. Tu te souviens que j'ai dit que c'était un piège? Que mes agresseurs savaient que je viendrais seule. J'ai réussi à enregistrer une partie de ce qu'ils disaient avant de perdre connaissance. Derek écouta. On entendait des voix d'hommes, coordonnant une attaque, mentionnant l'inspectrice, et la leçon à lui donner. Puis, au fond, une voix plus familière, glaciale. Derek releva brusquement les yeux. Jennifer, tu as montré ça à ton père? J'ai essayé, dit-elle. Il prétend que l'enregistrement est compromis et inutilisable. Mais Derek, je connais au moins l'une de ces voix. Et tu vas être choqué d'apprendre qu'il voulait vraiment que je meure là-bas. Ce qu'elle ignorait, c'est que Derek avait lui aussi reconnu la voix. Et lorsque la vérité éclaterait sur l'identité du véritable responsable, un homme respecté de la communauté, le capitaine découvrirait qu'il avait visé la mauvaise personne depuis le début. Assis face à Jennifer, Derek sentit une sensation qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Son instinct tactique revenait à la surface. Cette fois, la bataille serait plus proche que jamais, et l'ennemi portait lui aussi un badge. La voix sur l'enregistrement était sans équivoque, celle du détective Tom Bradley, bras droit du capitaine depuis 15 ans. Les interrogatoires de ces derniers jours prenaient soudain un tout autre sens. Ce n'était pas une enquête. C'était une tentative d'intimidation. Bradley coordonnait l'attaque, conclut Derek en rendant le téléphone. La vraie question est, ton père le sait-il? Jennifer secoua la tête, abasourdie. C'est impossible. Mon père a une confiance totale en Bradley. Ils travaillent ensemble depuis des années, assez longtemps pour bâtir un plan solide. Derek s'adossa à sa chaise, son esprit de stratège reliant déjà les éléments. Jennifer, dis-moi, quel genre d'enquête menais-tu pour déranger autant de monde? Du blanchiment d'argent. Des sociétés écrans remportent les mêmes contrats municipaux depuis 3 ans, toujours à des prix incroyablement élevés. Derek approuva. Il avait déjà vu ce type de corruption dans des zones de guerre. Et qui valide ces contrats? Le maire, mais toutes les enquêtes sur la corruption passent d'abord par le bureau de mon père. Tout s'éclaircit. Le capitaine n'était peut-être pas seulement un homme rongé par ses préjugés, il avait peut-être des raisons très personnelles d'étouffer cette affaire. Durant les 3 jours suivants, Derek remit en action des compétences qu'il croyait enterrées depuis 5 ans. Surveillance discrète, analyse des comportements, collecte d'informations. Des techniques apprises lors d'opérations antiterroristes, désormais utilisées dans une petite ville d'Alabama. Il commença par suivre Bradley en dehors de son service. Chaque mardi, le détective se rendait dans un bar particulier où il retrouvait toujours les mêmes 3 hommes. Derek les photographia discrètement grâce à un vieux zoom militaire qu'il avait conservé. Parmi eux, il reconnut Marcus Webb, propriétaire de Webb Construction, l'une des entreprises que Jennifer avait identifiées dans les contrats municipaux frauduleux. L'autre homme était Dal Morrison, conseiller municipal et proche du maire. Derek reconnut aussi le 3e, James Fletcher, un entrepreneur souvent mis en avant dans les journaux locaux pour ses dons généreux à la campagne de réélection du maire. Au fil de ses surveillances, Derek remarqua un détail troublant. Bradley quittait systématiquement le bar 10 minutes avant les autres et passait toujours un appel depuis le parking. Il ne pouvait pas entendre la conversation, mais la régularité du rituel excluait toute coïncidence. Le jeudi, Derek reçut un appel urgent de Jennifer. « Il faut qu'on parle tout de suite », dit-elle d'une voix agitée. Ils se retrouvèrent au même café que d'habitude, mais cette fois, Jennifer semblait terrorisée. « Mon père m'a appelé ce matin. Il m'a dit qu'il avait reçu des informations affirmant que tu me harcelais, et qu'il possédait même des photos te montrant en train de me suivre.
Derek fronça les sourcils. Des photos? Jennifer, nous nous sommes vus 2 fois, et toujours dans des lieux publics. Et c'est toi qui m'as demandé de venir. Je sais, répondit-elle en chuchotant. Mais quelqu'un lui fournit ses preuves. Il parle même de demander une ordonnance restrictive contre toi. Selon lui, des hommes comme toi développent des obsessions dangereuses pour les femmes blanches qu'ils sauvent. La stratégie était aussi brillante que répugnante. Transformer un sauveteur en harceleur, le héros en menace. Derek reconnut immédiatement la méthode. Le même genre de manipulation psychologique employé par certains groupes ennemis pour discréditer les soldats américains à l'étranger. Jennifer, écoute-moi, dit-il doucement. Je vais avoir l'air de prendre mes distances dans les prochains jours, mais ce sera parce que je mène ma propre enquête. Je ne peux pas te mêler davantage à tout ça. Si ton père découvre que tu m'aides, il pourrait s'en prendre à toi aussi. Quel genre d'enquête? Derek hésita. La vérité pourrait la mettre en danger, mais elle méritait au moins une partie des informations. Disons que j'ai appris certaines choses dans l'armée qui dépassent la simple médecine de combat. Et je suis convaincu que ton agression n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait interrompre ton enquête. Ce soir-là, Derek organisa minutieusement toutes les données qu'il avait collectées. Photos des réunions de Bradley, dates des contrats municipaux, chronologie des appels d'offres douteux, liens entre les entreprises impliquées. Il créa un dossier numérique complet, sauvegardé sur plusieurs appareils. Il lui manquait cependant la pièce maîtresse, la preuve directe que Bradley avait commandité l'attaque. Pour l'obtenir, Derek devait prendre un risque. Le vendredi, il mit son plan à exécution. Grâce à un dispositif d'écoute militaire qu'il n'avait jamais rendu, il se rendit au bar 1 heure avant Bradley et ses complices. L'appareil, dissimulé dans un chargeur de téléphone laissé, par accident sur une table voisine, pouvait enregistrer toute conversation dans un rayon de 15 mètres. Pendant 2 heures, Derek fit semblant de lire le journal. Lorsque Bradley, Webb, Dalmorison et Fletcher prirent place à leur table habituelle, son cœur s'accéléra. Pour la première fois en 5 ans, il ressentait l'adrénaline d'une mission de renseignement. Au début, la discussion fut banale, pleine de plaisanteries et de plaintes insignifiantes. Puis, après quelques bières, Webb abaissa la voix. « Bradley, cette flic met encore son nez dans les contrats. Je croyais que tu avais réglé ça. »« Temporairement, » répondit Bradley. « Elle est aussi entêtée que son père. Et maintenant, elle a ce type avec elle, ce noir qui la protège. » Morrison ricana. « La protéger? J'ai entendu dire qu'elle pense qu'il la harcèle. » « C'est ce que son père croit. »« Et c'est mieux ainsi, » répliqua Bradley. « Laissons-le s'obséder sur ses préjugés pendant que nous gérons le vrai problème. » Fletcher se pencha en avant. « Quel vrai problème? Sa fille a failli y rester. »« Failli ne suffit pas, » répondit Bradley d'un ton glacial. « Et ce vétéran a tout foutu en l'air en surgissant au mauvais moment. Elle est surveillée maintenant, et ce type a des compétences auxquelles nous ne nous attendions pas. » Derek sentit une froideur envahir son corps. Il planifiait une seconde attaque. Webb déglutit nerveusement. « Bradley, on devrait peut-être laisser tomber. Il y a déjà trop d'attention. »« Il n'en est pas question, » cracha Bradley. « Nous avons 10 millions de dollars de contrats prévus pour l'an prochain. Je ne vais pas laisser une flic débutante les faire capoter. » Il baissa encore le ton. « Lundi, je vais proposer à son père de la transférer à la patrouille de nuit en zone rurale. Isolée. Parfaite. Et cette fois, il n'y aura ni témoin, ni héros. » Derek coupa discrètement l'enregistreur et quitta le bar. Il avait ce qu'il était venu chercher. Petit carré noir, la voix de Bradley, reconnaissant la première attaque. Petit carré noir, la preuve d'une seconde tentative en préparation. Petit carré noir, le lien direct avec le réseau de blanchiment d'argent. Petit carré noir et la confirmation qu'il manipulait le capitaine. Mais Derek savait que donner l'enregistrement aux autorités serait inutile. Bradley avait trop d'alliés, et le capitaine était aveuglé par ses propres préjugés. Il fallait une stratégie plus subtile. Sous la lumière des lampadaires, en marchant vers son camion, Derek ressentit une émotion oubliée, la concentration glacée d'un homme en mission. Cette nuit-là, il travailla sans relâche jusqu'à l'aube. Tri des preuves, planification, élaboration d'une contre-offensive que Bradley, Webb, Dalmorison et Fletcher ne verraient jamais venir. L'ancien médecin de combat était de retour, et il s'apprêtait à rappeler à ses adversaires que sous-estimer un homme était la première étape vers leur chute. Pendant que la ville dormait, Derek finalisait un plan destiné non seulement à protéger Jennifer, mais aussi à mettre à jour tout le réseau de corruption, et à montrer, de la façon la plus humiliante possible, le prix de juger un homme sur sa couleur de peau plutôt que sur son courage. Sur l'écran de son ordinateur portable, la dernière ligne de son dossier brillait.
Opération Justice rétablie. Phase 1, protection de la cible. Phase 2, exposition du réseau. Phase 3, démantèlement final. Le lundi à 6 heures, Derek appela Jennifer. J'ai besoin que tu me fasses totalement confiance aujourd'hui. Va travailler comme si de rien n'était. Et prends ceci. Il lui tendit un petit enregistreur. Quand ton père te proposera un transfert vers la patrouille de nuit, accepte sans discuter. Derek, c'est dangereux. Si quelqu'un tente quoi que ce soit, il n'aura pas la moindre chance. Fais-moi confiance. À 10 heures, Derek entra dans le commissariat, un porte-document en cuir militaire sous le bras. La réceptionniste le reconnut immédiatement, le harceleur noir, comme les rumeurs lancées par Bradley l'avaient surnommé. « Je dois parler au capitaine », dit Derek. C'est au sujet de la sécurité de sa fille. Le capitaine apparut dans le couloir, furieux. « Williams, je vous ai déjà ordonné de rester loin de ma fille. Si vous ne quittez pas les lieux tout de suite, je vais. Capitaine, je vous conseille d'écouter ceci avant. » Derek activa un petit haut-parleur. La voix de Bradley résonna dans tout le commissariat. Lundi, je vais proposer de transférer sa fille à la patrouille de nuit en zone rurale. Isolée. Vulnérable. Le visage du capitaine pâlit. Qu'est-ce que c'est que ça? Un enregistrement réalisé vendredi soir au Murphy's Bar, répondit Derek calmement. Votre détective Bradley admet avoir orchestré la première attaque contre Jennifer et planifié la seconde. Il ouvrit alors son dossier. Photos, documents, tableurs, tout un historique détaillé de 15 ans de blanchiment d'argent à travers des contrats municipaux truqués. Au centre, Bradley. Autour, Web Construction, Morrison, Fletcher. Tous impliqués. À ce moment précis, Bradley entra dans le commissariat. Il s'immobilisa en entendant sa propre voix diffusée devant ses collègues. Lorsqu'il aperçut Derek et le dossier ouvert, son assurance habituelle s'effondra. N'écoutez pas cet homme. Il est complètement... Derek lança une deuxième portion de l'enregistrement. C'est ce qu'il pense, et c'est mieux ainsi. Laissez le vieux se perdre dans ses obsessions raciales, pendant que nous nous occupons du vrai problème. Le silence tomba d'un bloc. Le capitaine fixa Bradley, les yeux écarquillés, partagés entre la colère et la stupeur. « Tom, vous avez dit que... » Derek termina à sa place, d'un ton posé. « Il vous a convaincu que je harcelais votre fille pour détourner votre attention de l'enquête qu'elle menait sur lui. Et ça a très bien fonctionné. Pendant que vous me poursuiviez au nom de vos préjugés, il préparait le meurtre de Jennifer. » Jennifer sortit alors de la salle des archives, ayant tout entendu. « Papa, Derek m'a sauvé 2 fois. Sur la route, et maintenant ici. » Bradley, désespéré, tenta une dernière attaque. « Vous allez croire un ancien détenu plutôt qu'un ancien militaire, pas ancien détenu », le coupa Derek en présentant ses papiers. Sergent D.K. Williams. Médaillé au combat. 3 déploiements en Afghanistan. Spécialiste en médecine de terrain et en opérations de renseignement. Puis il se tourna vers le capitaine. « Pendant 2 semaines, vous m'avez traité comme un criminel parce que je suis noir. Vous avez qualifié mes compétences de suspectes, mon intervention de maladive, ma présence de menaçante. Pendant tout ce temps, l'homme blanc auquel vous faisiez confiance complotait pour assassiner votre propre fille. » L'humiliation du capitaine était visible. Des policiers s'étaient rassemblés dans le couloir, témoins du moment où ses préjugés venaient de le trahir. Derek déposa un exemplaire des preuves sur le bureau. Le FBI sera informé dans l'heure. L'enquête sur la corruption municipale va être rouverte, et Jennifer sera saine et sauve. Bradley et ses complices seront bien trop occupés à répondre devant la justice fédérale. Bradley fut arrêté sur le champ. En le menottant, il lança à Derek. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. »« Si, » répondit Derek d'un ton parfaitement calme. « À des hommes médiocres qui confondent pouvoir et impunité. » Le capitaine resta figé, brisé, incapable de soutenir le regard de sa fille ou celui de Derek. L'homme qui l'avait accusé à tort venait de démasquer le complot qu'il avait refusé de voir, aveuglé par ses préjugés. Jennifer serra Derek dans ses bras. « Comment puis-je te remercier ? » « En restant la policière intègre que tu es déjà, » répondit-il. « Et en te souvenant que les héros n'ont pas de couleur. » 3 heures plus tard, les journalistes encerclaient le commissariat. L'histoire de l'homme noir injustement accusé, qui avait sauvé une policière et révélé un vaste réseau de corruption, se répandit dans tout le pays. Derek Williams, autrefois traité comme un suspect, devenait un symbole national d'héroïsme et de justice.
Mais le plus grand changement restait à venir. 6 mois plus tard, Derek n'était plus un simple livreur anonyme. Son intervention avait fait la une des journaux, et des offres d'emploi affluaient. Entreprises de sécurité, cabinets de conseil, conférences sur la justice et le leadership. Mais Derek choisit une autre voie. Il fonda Williams Security et Training, une entreprise spécialisée dans la formation des forces de l'ordre en médecine de terrain et en éthique opérationnelle. Ironiquement, ses premiers contrats provenaient de services cherchant à éviter des scandales comme celui d'Alabama. Jennifer, désormais détective, fut sa première employée. Je n'aurais jamais imaginé travailler pour l'homme que mon père voulait arrêter, plaisanta-t-elle devant un groupe de nouvelles recrues.